Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va débuter pour cette soirée dédiée au master spécialisé du domaine maritime. On est très heureux de pouvoir vous les présenter ce soir et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, en quelques mots, le déroulement de la soirée. Donc, pour commencer, je vous dirai quelques éléments sur l'ENSTA Bretagne, qui on est. Puis, ce sera aux responsables pédagogiques de vous présenter les différents masters spécialisés qui sont à l'affiche ce soir. Donc, Jean-Yves Pradillon pour le master spécialisé expert en énergie marine renouvelable, suivi de Pierre-Michel Guilcher pour la formation ingénierie marine, architecture navale et offshore. Et enfin, Vivien Majoral pour le master spécialisé management de projets maritimes. Maintenance des navires, puisque c'est une formation qui propose un nouveau parcours à la rentrée 2021 qui s'intitule donc Maintenance des navires. Un rapide point sur la partie questions-réponses. L'outil vous permet de déposer via l'outil de conversation des questions en ligne. Donc, on vous invite à utiliser cet outil pour déposer vos questions via le chat à l'écrit. On y répondra dans un second temps après les présentations. Et si vous souhaitez vraiment prendre la parole à l'oral, c'est éventuellement possible. On vous demande dans ce cas-là de vous faire connaître avec le petit personnage qui lève la main et d'activer lever la main. Et on vous interpellera pour vous donner la parole. On vous demande juste d'être concis, ce qui nous permettra de répondre à toutes vos questions. Alors, quelques mots sur l'ENSTA Bretagne. Donc l'ENSTA Bretagne, c'est une école qui a la particularité d'être une école du ministère des Armées, donc sous tutelle de la Direction générale de l'armement, qui, comme l'école polytechnique, comme l'ISAE Supaéro, comme l'ENSTA Paris, qui sont des écoles que vous pouvez connaître par ailleurs. Et nos missions principales, bien évidemment, en tant qu'école d'ingénieurs, de former des ingénieurs, mais aussi des experts. Des experts, ce sont justement les diplômés des masters spécialisés, les diplômés des masters, et avec un terme fort qui est opérationnel, puisque notre objectif est de faire en sorte que vous soyez directement en poste, rapidement en poste, en tout cas en sortie d'études, que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir intégrer facilement le monde professionnel. Un autre aspect, c'est la conduite des recherches, puisque la majorité des enseignants sur le campus partagent leur temps entre enseignement et recherche. Donc, on dispose sur le campus d'activités de recherche dans 3 grands domaines: les sciences mécaniques avec le laboratoire multi-établissement IRDL, la partie technologie de l'information et de la communication avec le laboratoire LabSTIC, et pour finir, les sciences humaines et sociales avec le laboratoire FOAP, formation et apprentissage professionnel. Et puis la contribution à l'innovation dans de nombreux secteurs d'activité. Alors, on a un incubateur sur le campus notamment qui nous aide à contribuer à cette partie-là. Et puis, on a aussi nos enseignants-chercheurs qui déposent des brevets et participent aussi à tout ce qui est transfert avec les industriels partenaires. Quelques chiffres clés sur la dernière rentrée. Donc, on a à peu près 1000 étudiants à l'ENSTA Bretagne, avec quelques spécificités. Vous voyez, on a 20% d'élèves ingénieurs militaires sur le campus. On a à peu près aussi 20% d'élèves internationaux. Donc, au total, environ 300 jeunes diplômés chaque année et un réseau de 6000 anciens élèves. Un des points forts de l'école, c'est ces relations très fortes avec le monde de l'industrie et le monde des entreprises, mais aussi des organismes publics. L'école, elle a su tisser vraiment des relations étroites avec de nombreux partenaires. Alors, ce soir, on met l'accent sur la partie maritime, donc on voit bien l'industrie navale et offshore, on parle des énergies, mais l'école a également tissé des liens étroits avec le domaine de l'aéronautique, de l'espace, de l'automobile, des technologies numériques et également de l'enseignement et de la recherche. Il faut savoir qu'une partie de nos diplômés poursuivent ensuite en thèse et intègrent le monde de la recherche. Le campus, alors on est basé à Brest, sur un campus qui fait 7 hectares et sur lequel tout est réuni. Donc on a une résidence des étudiants sur le campus qui accueille, donc il y a 220 chambres à peu près sur le campus. Il est situé, ce campus, vraiment à proximité immédiate de la mer, de la rade de Brest, ce qui fait le plaisir de tous ceux qui sont fans de sport nautique.
et il est également situé à proximité du centre-ville. On a le tramway qui dessert l'école. Il est vraiment situé au bout de la rue, donc c'est très, très facile d'accès pour tous. Et puis, un campus qui est doté d'équipements modernes, à la fois pour la partie enseignement et la partie recherche. Vous voyez quelques photos en illustration. Alors ce soir, on va parler de nos masters spécialisés, donc des formations de niveau Bac plus 6 qui sont accréditées par la conférence des grandes écoles. Donc en particulier 3 d'entre elles qu'on va présenter juste après. En amont, je vais vous dire quelques mots sur le master spécialisé cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires, qui est une nouvelle formation qu'on propose depuis la rentrée 2020 en partenariat avec l'IMT Atlantique et l'école navale. Donc je vous la présente juste après. Et pour compléter, on propose également 2 autres masters spécialisés, un dans le domaine de la pyrotechnie et propulsion et le dernier dans le domaine de l'ingénierie des systèmes de localisation et multisenseurs avec l'ENSTA Paris. Donc, le master spécialisé cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires, donc c'est une création 2020 qui fait écho, je pense, à toutes les actualités que vous pouvez entendre dans le domaine de la cybersécurité. Et donc, c'est une formation vraiment dédiée à la cybersécurité dans le domaine maritime et portuaire. C'est l'IMT Atlantique qui porte cette formation et l'ENSTA Bretagne et l'école navale sont co-accrédités. Donc, il y aura un rendez-vous dédié à cette formation le 26 mars à 18 h. Donc, on ne va pas en parler ce soir. On vous invite, si elle vous intéresse, à vous inscrire et à vous connecter le 26 mars pour en savoir plus. Alors, dès maintenant, je vais passer la parole à Jean-Yves Pradillon, s'il nous a rejoint. Il vous a rejoint. Est-ce que Jean-Yves est avec nous? Oui, je suis là, tu m'entends pas? Si, c'est bon, Jean-Yves, on t'entend. D'accord. Ok, merci. Bon, merci Nadège. Bonsoir à tous. Merci aussi d'être à ce rendez-vous de l'ENSTA Bretagne. Alors, le master spécialisé expert en énergie marine renouvelable est une formation qui a été formée il y a une dizaine d'années, puisque la première promotion est la promotion 2011. Nous sommes donc en train de former la 11e promotion en ce moment à l'école. L'objectif de cette formation, c'est d'expliquer à des gens qui ont déjà un niveau ingénieur, comme tous les masters spécialisés, quelles sont les spécificités du travail autour des énergies marines renouvelables. Quand on a commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas d'autres formations en France. Maintenant, il y en a 2 ou 3, mais on a ce recul de la connaissance des énergies marines renouvelables sur tous les types de convertisseurs d'énergie à partir de sources mécaniques, donc que ce soit le vent, le courant, la houle, tout ce qui peut faire bouger une pièce mécanique avec laquelle on peut produire de l'énergie. La spécificité de cette formation, outre le fait qu'elle est large et qu'elle couvre différents secteurs de production d'énergie, c'est qu'on a voulu dès le départ laisser une grande part aux activités qui ne sont pas directement de l'ingénierie. On a trouvé très intéressant parce qu'on sait ce qui se passe dans les vrais projets de création de parcs d'énergie marine renouvelable. On sait toute l'importance et toute la place que prend ce qui se passe autour du parc, c'est-à-dire essayer de convaincre, donc c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité, expliquer, faire savoir pourquoi un parc est important, utile, qu'il peut avoir un impact social, et puis aussi des conflits d'usage. Comment aller convaincre un pêcheur qu'on va installer un parc pas loin ou dans sa zone de pêche, et quelles sont les contraintes qu'il va avoir, mais quels sont les avantages qu'il pourra en tirer, quels sont les avantages que les populations locales vont pouvoir en tirer, des emplois vont être créés. Voilà. C'est-à-dire que, outre le côté vraiment, on va dire, dans le dur de la formation sur la constitution des machines, comment on va calculer leur chargement, comment on va dimensionner leur turbine, comment on va les ancrer au fond, toutes ces choses qui sont purement de l'ingénierie, on va s'intéresser à ces problématiques d'acceptabilité, à ces problématiques aussi d'impact
d'impact sur l'environnement au sens le vivant, la faune, la flore, mais aussi sur les traits de côte. Est-ce que l'implantation d'un parc ne va pas avoir d'influence sur l'ensablement ou l'envasement d'une baie? Donc, toutes ces choses-là sont étudiées de manière à ce que les personnes qui suivent cette formation, et c'est le retour qu'on a des entreprises, nous disent, ben voilà, les gens qui viennent de chez vous, outre une formation qu'ils ont eue par ailleurs, puisqu'ils sont déjà ingénieurs en Bac+5, en plus de leur formation technique, ils viennent apporter une connaissance du milieu et ils savent tout de suite s'adapter aux contraintes de ce métier des énergies marines renouvelables. On traite aussi, pour faire la dernière partie de la phrase de présentation, des problèmes économiques et juridiques. Je prendrai qu'un seul exemple. Lorsque l'on développe un parc en mer, la première question qu'on se pose, c'est évidemment, une fois qu'on a répondu à répondu à la question, y a-t-il des ressources? La question qui vient juste derrière, c'est est-ce qu'on va être capable d'installer un parc rentable dans cette ressource? Est-ce qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec ce parc? Gagner de l'argent, c'est pas un gros mot, c'est qu'il y a des investisseurs qui vont mettre de l'argent sur la table. Donc, il faut être capable de leur promettre un retour sur investissement. Et ça, il faut qu'on s'en assure. Et typiquement, on est une des rares formations en France où, par exemple, les étudiants vont apprendre à faire ce qu'on appelle un LCOE, donc calculer le coût de revient du kilowattheure pour savoir combien on va pouvoir le vendre et est-ce qu'on sera dans le coût du marché. Donc, toutes ces choses-là sont orientées vers quelqu'un qui, à terme, saura évoluer vers des postes de chef de projet. On a une deuxième page ou pas, Nadège? Oui, oui, je te mets ça. Voilà. Voilà. Donc, comment va se dérouler cette année de master? Alors, en fait, je triche un peu, c'est pas tout à fait une année de master, parce que si je compte les cours de remise à niveau que vous avez sur l'extrême gauche, et j'inclus le projet de fin d'études, en fait, la formation dure environ 13 mois, c'est-à-dire que vous allez faire un double mois de septembre. Donc, les cours de remise à niveau ne sont pas obligatoires, mais sont fortement recommandés. La conclusion de ça, c'est que la quasi-totalité de nos étudiants, à moins d'un cas de force majeure, s'inscrivent dans les cours de remise à niveau. L'idée de ces cours, c'est pas de vous apprendre forcément de nouvelles choses. Si vous êtes spécialiste en électrotechnique, les cours de remise à niveau en électrotechnique vont vous paraître simples, mais c'est justement de voir des gens sur des horizons différents et de les mettre sur un pied d'égalité pour qu'ils sachent à quel niveau on va commencer le travail dans cette formation. Donc, c'est plutôt des cours d'harmonisation pour que les gens soient plus à l'aise. Ensuite, eh bien, on va avoir un semestre académique qui va se dérouler et la présentation graphique qui vous est faite là est assez emblématique. On va commencer dès le début à travailler sur un projet qui va durer pratiquement toute l'année. Et on va terminer par un projet applicatif, la période académique, on va la terminer par un projet applicatif qui est de réfléchir à un sujet proposé par les industriels. Ne tenez pas en compte la taille des boîtes, elles ne sont pas à l'échelle, mais ce qui est important de voir, c'est que les cours vont s'effacer petit à petit pour laisser la place au projet, et en fin de compte, les étudiants partent en entreprise pour 6 mois, histoire de mettre en application, dans le cadre d'un projet concret, ce qu'ils ont pu acquérir pendant ces 7 mois à l'école. Le projet de réalisation est intéressant. La promotion 2020 a travaillé sur une éolienne flottante. La promotion 2021, celle qui est en ce moment dans nos murs, travaille sur un projet de houlomoteur, d'une bouée qui monte et qui descend au gré de la houle pour produire de l'énergie. Ils font des maquettes. Ils font toutes les simulations numériques autour de leurs maquettes pour essayer de prédire le PTO, le Power Takeoff. Qu'est-ce que je vais pouvoir retirer comme puissance de ma machine? Et une fois que tout ça est fait, eh bien, ils réalisent la maquette et ils vont au bassin d'essai de l'Ifremer à Brest pour la mettre à l'eau et vérifier qu'elle fonctionne bien et qu'elle donne bien ce qu'on attend. Et en ce moment, ils sont justement sur la phase de terminaison de ce projet où ils sont en train d'écrire le rapport et de faire la présentation pour tirer le résultat des essais qui ont pu être faits. Je crois que la dernière chose que je veux dire sur ce master, c'est que là, vous avez ici, c'est la 2019.
Non, c'est un mélange entre la 2019 et la 2020. Il y a des étudiants des deux promotions. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est les diplômés du Master EMR sont pratiquement tous en poste et certains d'entre eux ont même commencé, les plus anciens, ont même commencé à changer de poste pour rester dans les énergies marines renouvelables. Donc je dirais que pour ceux qui ont, à part quelques événements de la vie voilà, qui posent problème, tous ceux qui ont cherché ont trouvé un poste et ils sont à plus de 90% dans les énergies marines renouvelables, ce qui fait qu'ils ont vraiment transformé l'essai de cette formation, puisqu'ils ont été jusqu'au bout de leurs rêves, puisque la plupart de ces étudiants sont des gens qui sont passionnés, ils viennent pas là par hasard, ils viennent parce que les énergies marines renouvelables, ça leur parle, et ils ont réussi à rejoindre cette filière en structuration, cette filière naissante, qui est porteuse d'espoir, et ça leur fait un grand plaisir. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des anciens, ils ne manquent pas de me dire à quel point ils sont contents de continuer à travailler dans ce domaine. Le reste, je pense que Nadège, tu enverras les transparents, donc le reste pourra être. Tu avais mis les métiers ici, je ne me rappelais plus que tu avais mis ce transparent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme poste dans les énergies marines renouvelables? S'ils ne sont pas dans les énergies marines renouvelables, ils sont en général dans des secteurs voisins. Par exemple, ils vont travailler dans le pétrole offshore. Alors, vous allez me dire, mais oh là là, ce sont des militants qui veulent faire des énergies marines renouvelables. Pourquoi vont-ils dans le pétrole? Eh bien, ils vont dans le pétrole parce qu'ils acquièrent une grande expérience du travail à la mer et, et ça leur permet de revenir avec encore plus d'expérience et avec des CV encore plus percutants vers le milieu des énergies marines renouvelables. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais choix. Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Eh bien, à terme, ils sont censés évoluer vers des postes de chef de projet. Mais quand on parle de projets qui sont de plusieurs dizaines, centaines, voire milliards, centaines de millions, voire milliards d'euros en ce qui concerne les grands parcs, vous imaginez bien qu'on ne confie pas ça à des ingénieurs débutants, fussent-ils sortis du master EMR. Donc, ce sont des formations qui les préparent à prendre ces postes à terme. Et certains d'entre eux qui avaient déjà un petit peu d'expérience avant de rejoindre le master ont pris ces postes assez rapidement. Je pense en particulier à l'un d'eux. Et ça m'amène à vous dire que sur une promotion du master EMR, en général, on a environ moitié-moitié, moitié d'étudiants qui sont en poursuite d'études, c'est-à-dire qu'ils enchaînent le master après leur diplôme d'ingénieur, et une moitié qui sont en reprise d'études, qui reviennent après un nombre très variable d'années pour réorienter leur carrière, et avec succès, puisque la plupart d'entre eux arrivent à travailler dans les EMR. Voilà, donc je prendrai peut-être des questions en fin de présentation. C'est ce que tu as prévu, Nadège, je crois. Oui, alors peut-être juste, je vois une petite question qui tombe, précision peut-être juste sur les cours de remise à niveau. Est-ce que tu peux préciser à quel moment ça commence? Alors, je vais peut-être afficher la conversation pour voir ces questions. Alors, les cours de remise à niveau donc, commencent en général à la dernière semaine d'août et sur les 2 premières semaines de septembre. Donc, ça dure 3 semaines. C'est 3 semaines assez intenses puisqu'il y a cours 6 heures par jour tous les jours. Les sujets qui sont abordés pendant ces cours de remise à niveau, il y a une remise à niveau en mécanique sur la mécanique vraiment au sens mécanisme, c'est-à-dire la transmission de puissance, les rapports d'engrenage, enfin tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui se passe entre l'hélice qui va recevoir le vent dans une éolienne et la turbine qui va produire l'électricité. Le deuxième niveau, c'est l'hydrodynamique. En gros, on va amener les étudiants jusqu'au niveau de ce qu'on appelle dans le jargon d'hydrodynamique les équations de Navier-Stokes, c'est-à-dire de bien comprendre quels sont les modèles mathématiques que l'on met derrière l'hydrodynamique pour comprendre quels sont les mouvements auxquels sont conçus, sont soumis ces plateformes, que ce soit mobile ou posées. Et donc, pour pouvoir comprendre les cours où on va aborder de ça, où on va aborder ces problèmes-là, il va falloir avoir ce niveau minimum en aérodynamique. Et puis les deux autres sujets sont l'électrotechnique,
mieux se rappeler ou comprendre ce que sont les courants forts, le triphasé, et comment ça fonctionne et comment on peut gérer tout ça. Et puis un deuxième niveau d'électrotechnique qui permet de se préparer au cours sur le dimensionnement des génératrices pour bien comprendre comment on simule, on modélise une génératrice électrique. Et puis le tout dernier cours de remise à niveau, c'est sur l'utilisation du logiciel MATLAB, parce qu'un certain nombre, enfin pas un certain nombre, la plupart des TD qui sont faits dans ce master sont faits en utilisant le logiciel MATLAB. Voilà. Merci Jean-Yves. On va poursuivre avec le master spécialisé ingénierie marine, architecture navale et offshore. Et donc c'est Pierre-Michel Guilcher qui va vous le présenter. Pierre-Michel. On t'entend pas, Pierre. Désolé, pardon, excusez-moi. J'avais laissé mon micro coupé. Donc bonsoir à tous. Et alors, Nadège, ouais, voilà, très bien, merci. Donc alors cette formation IMANO, donc elle vise à former donc des architectes navals. Alors c'est un terme qui est qui couvre pas mal de métiers en fait. Donc il y a deux casquettes finalement, c'est architecte naval et ou ingénieur naval. Et l'objectif de la formation, c'est vraiment de vous donner les clés, les compétences et les savoir-faire pour concevoir des objets flottants. Donc, ça peut être des objets fixes, enfin, type plateforme offshore, ou des navires. Donc, des navires, c'est aussi très large, hein. Il y a des bâtiments de surface militaire, il y a des voiliers, il y a des navires civils. Donc, on vous donne un certain nombre de cours assez théoriques, hein, donc c'est très orienté mécanique quand même. Donc les cours théoriques qui vont représenter la moitié de la formation. Et on va passer après sur du projet pour mettre en application tous ces cours. Donc on va avoir un socle commun, on va revenir là-dessus juste après. Et puis donc dans cette formation IMANO, on va retrouver donc 4 options possibles, 3 options qui vont se dérouler à l'ENSTA Bretagne. Donc là, l'année de formation va se dérouler entièrement à l'ENSTA Bretagne. On va retrouver conception de plateforme offshore, hydrodynamique navale avancée et structure navale avancée. Et il y a une 4e option qui s'appelle Ship Design et qui est en fait un double diplôme avec l'école d'architecture, donc l'ENSA de Paris-la-Villette. Et là, les étudiants vont partir à partir du mois de janvier à Paris-la-Villette. Donc, les cours, alors, on va retrouver donc de la stabilité du navire, hein. Donc, alors, c'est le tronc commun. Donc, ce tronc commun, il va concerner toutes les formations. La rentrée, elle se déroule en septembre. Et donc, le tronc commun, il se déroule de septembre aux vacances de Noël, septembre à décembre. Donc, on va retrouver de la stabilité du navire. Voilà. Est-ce que le navire, il flotte? Est-ce qu'il est stable, déjà? Première question. Est-ce qu'il passe aussi des critères de réglementation, puisque c'est très réglementé? Et puis après, on va attaquer donc 2 grandes parties. Ce qui se passe à l'extérieur, donc tout ce qui est fluide, qu'on appelle l'hydrodynamique navale, et ce qui se passe à l'intérieur et qui va être la structure navale. Donc, tout ce qui va être hydrodynamique navale, ça va être autour de la résistance propulsion. Qu'est-ce que je mets comme moteur? Qu'est-ce que je choisis comme hélice à bord du bateau? Il va y avoir de la manœuvrabilité. Comment je dessine et je conçois mon safran pour faire tourner le bateau? Et puis, tout ce qui concerne la tenue à la mer. Donc, comment j'évite que tout le monde soit malade à bord, par exemple? Et donc, comment je gère le comportement du navire sur la houle? Donc ça, c'est ce qui se passe à l'extérieur, l'hydrodynamique. Et puis, il faut aussi raidir ce système, ce bateau. Donc, il y a un ensemble de cours sur la structure navale, qu'est-ce qui existe comme raidisseur, comment je les choisis, comment on fait passer la réglementation. Donc là, il y a pas mal aussi de simulations numériques comme en hydrodynamique. Donc ça, c'est assez théorique. Et puis après, on passe à une mise en application, donc ce qui s'appelle la boucle de conception navire, où là, on vous donne, alors vous travaillez en groupe de 4 en général, et on vous donne un cahier des charges, et on vous dit, voilà, en cahier des charges, c'est un document Word, hein, ça fait 10 pages, et on vous dit, il faut concevoir un bateau qui fait 40 mètres maximum de longueur, qui doit transporter 200 passagers, par exemple, qui doit aller à telle vitesse, débrouillez-vous, vous avez carte blanche. Et voilà, donc à la fin, on a le type de bateau qu'on a vu là sur le transparent précédent. Et nous, on vous aide en cours en projet. En fait, voilà, le bateau qui est en bas, là, c'est une réalisation d'un groupe. Et donc, on vous aide à concevoir ce type de navire.
Donc, à l'issue de la formation, vous êtes réellement capable de concevoir un navire de A à Z. Donc ça, c'est le tronc commun. Alors, il y a un cycle de conférences aussi. On fait intervenir des spécialistes d'entreprises françaises qui sont leaders mondiaux, en fait, dans différents domaines. Et puis après, donc vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc là, il y a donc, ces 4 branches. Donc, hydrodynamique navale, là, on va aller plus loin dans les aspects fluides. On va utiliser des codes de calcul assez lourds. Il va y avoir aussi des essais. Donc là, il y a une semaine qui se passe au bassin d'essai des Carènes qui appartient à la DGA. Voilà. Il y a aussi une partie boucle de conception voilier. Donc là, au lieu de concevoir un navire à moteur comme vu précédemment, vous concevez de A à Z un voilier. Donc ça, c'est encadré par des architectes navals, donc professionnels. Il y a un profil plus orienté structure, donc structure navale avancée, où là, on va aller plus loin dans la conception des structures navales. On va aller étudier plus précisément tout ce qui est matériaux composites. On va aller aussi voir les modes de flambement, de ruine des structures. Et puis, il y a ce troisième profil donc à l'ENSTA Bretagne, qui est offshore. Et donc là, alors, il va y avoir 2 sous-spécialités, en fait. Une plutôt orientée oil and gas, donc le monde du pétrole, et l'autre plutôt plateforme flottante pour les EMR. Donc tout ce qui va être plateforme type éolienne offshore. Et donc là, on va retrouver des applications, enfin, vous allez faire de la conception, en fait, de plateformes flottantes, donc adaptées au monde des EMR ou au monde de l'offshore. Voilà, donc ça, c'est une partie. Alors, en fait, ces 3 profils ont plutôt une vision ingénierie. Et puis, il y a la quatrième option, Ship Design, qui, elle, donc à partir de janvier, se déroule à l'ENSA Paris-La Villette et qui va être plus orientée architecture, qualité d'ensemble du navire et conception de navire. Donc là, on va avoir plutôt des cours en fait, de croquis, de qualité spatiale, donc vraiment plus une vision architecte du métier. Voilà, et puis après, bah, vous partez en stage de fin d'études, donc c'est ce qui s'appelle la thèse professionnelle, à partir du mois de mars. Nadège, tu peux, voilà. Alors, l'ENSA Bretagne, en fait, donc, cette option, enfin, cette formation, hein, c'est une formation historique de l'ENSTA Bretagne. Donc, toute formation confondue, on forme environ 80 architectes navals par an. C'est la formation la plus reconnue en France, en fait, et à l'international, elle est vraiment appréciée. Et maintenant, on est reconnu vraiment, on est les leaders sur cette formation. Avant, c'était Centrale Nantes ou ENSTA Paris-Tech. Et puis, en fait, ils se sont spécialisés sur l'une des parties, donc hydrodynamique, par exemple. Et nous, on est vraiment dans cette vision de conception de navire. Donc, on a beaucoup de partenaires, alors que ce soit en Bretagne, hein, il y a vraiment un écosystème autour de l'architecture navale et de la construction navale, ou sur le domaine, enfin, sur la France entière et puis à l'international. Et puis, donc, on a aussi des liens avec le centre de recherche IRDN. Ça, on pourra en reparler s'il y a besoin. Et alors, ouais, peut-être un tout petit point quand même sur. Donc, on est très mécanique. Donc, c'est quand même important d'arriver dans ce type de formation en ayant un bagage mécanique suffisant, donc que ce soit en structure ou en mécanique des fluides. Après, voilà, s'il n'y a qu'un des items qui est coché, on peut rattraper les choses, mais voilà, vous allez tout de suite mis dans le vif du sujet et ça passe très très vite cette formation, donc il faut pas arriver complètement nu, quoi. Et puis, des compétences en architecture sont aussi appréciées. Et les métiers, donc, on va couvrir, voilà, il y a tout en fait. De l'architecte naval pur, de l'ingénieur dans le domaine maritime. On va avoir des chefs de projet, des ingénieurs d'études qui vont être plus spécialisés, par exemple, dans des calculs en structure, donc Bureau Veritas, ou des calculs fluides en se basant sur la simulation numérique. Il va y avoir des ingénieurs chantier naval, donc plus orientés production, construction. Et on va couvrir en fait tout le spectre des entreprises. Donc, il va y avoir des cabinets d'architecture avec 1 ou 2 personnes dans le domaine du nautisme, de la course au large, etc., jusqu'aux très grandes entreprises. Donc, ça va être, par exemple, Naval Group. On a des liens très forts avec Naval Group. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout couvert. Peut-être une petite question, Pierre-Michel. Oui, vas-y.
je lis une question sur le parcours Ship Design. Qu'est-ce qui distingue ce parcours des autres spécialités? Alors, en fait, donc, il n'y a pas de titre en France, ça n'existe pas en fait en France, le titre d'architecte naval. Il y a plein de formations enfin, plusieurs formations qui existent, qui vous donnent les compétences pour devenir architecte naval, mais il n'y a pas un diplôme qui vous dit, c'est écrit avec le filigrane vert et jaune de l'État français qui vous dit, vous êtes architecte naval. Et pour répondre plus précisément, donc, oui, ship design, on est plus orienté donc conception d'ensemble du navire. Donc, on va aller moins dans le détail de la technique. On va être moins, par exemple, on va être moins spécialiste du fonctionnement très précis d'une hélice. Savoir que c'est un corps portant, qu'il peut y avoir de la cavitation, comment apparaît. Bon, voilà. Ça, c'est plus du domaine de l'ingénierie. Et donc, l'architecte naval pur, lui, il va avoir une vision d'ensemble. Bah, comment évoluent les personnes à bord? Est-ce que le navire est bien conçu pour son utilisation au quotidien? C'est plus ça la vision en ship design. Et la vision INO, donc ingénierie navale et offshore, elle est plus basée sur l'ingénierie. Donc on va un peu plus dans le détail de la mécanique, en fait, clairement. Il faut que je réponde à la deuxième après ou... Très brièvement, et puis on va passer la parole à Vivien, si c'est comme tu veux. Vas-y, brièvement, sur peut-être la remise à niveau, la question de la remise à niveau, est-ce que ça existe en Imano? Oui, ça existe. Donc, c'est à peu près comme pour le master EMR. Alors là, c'est tout début septembre, ça dure 15 jours. Et là, il y a des cours de remise à niveau, donc en mécanique des fluides générale. Même si, voilà, en une semaine, c'est difficile de rattraper une formation qui, en principe, s'étale sur plusieurs mois. Il y a des cours de remise à niveau en théorie de la houle, donc description de la houle avec une théorie spécifique. Et puis, on a des remises à niveau aussi sur tout ce qui est vocabulaire autour de la structure du navire. Voilà. Et un petit peu de résistance des matériaux. Oui, excuse-moi, la RDM, ouais. Voilà, après, on pourra détailler plus, je pense, dans la session de questions-réponses. Ouais, on va passer Oui. la parole à Vivien. Merci beaucoup, hein, Pierre-Michel. Donc, Vivien Majorel va nous présenter la formation en management de projet maritime. Donc, il propose donc deux parcours, un parcours en management de projet maritime et un second parcours en maintenance des navires. Vivien, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir, oui, je suis là. Merci Nadège. Donc, nous étions cette année dans notre troisième rentrée qui vient aujourd'hui de se finir au niveau du semestre académique avec 10 étudiants. Et la nouvelle spécificité de la future rentrée, comme tu viens de le dire Nadège, c'est qu'on aura un parcours qui sera sous la responsabilité de l'école navale, qui sera intitulé Maintenance des navires. Donc, le recrutement se fera via l'école navale directement, mais le dépôt de dossier se fera à l'ENSTA et à l'école navale. Pour la partie management de projet, on n'aura pas d'énormes changements sur la future rentrée. Donc le but va être principalement de former des managers de projets, et j'ai ressorti aussi le profil de quelques candidats, diplômés notamment de la première promo, donc responsable qualité, sécurité, environnement chez CNN MCO, un responsable de programme de développement technologique chez l'Ifremer. Comme le disait Pierre-Michel, on est également en lien avec Naval Group dans ce MS. Donc on a de nombreux étudiants qui partent en stage dans cette entreprise. Donc, je peux vous citer par exemple un chargé d'affaires immobilier industriel qui vient d'être CDIsé cette année, après un an et demi de CDD. Je peux également vous citer un poste d'officier de port adjoint sur le port du Havre. Voilà, je pourrais répondre également un peu plus aux questions tout à l'heure sur les différents stages trouvés cette année. Au niveau des cours, donc on aura à peu près 300 heures en commun avec la partie maintenance des navires. La formation s'effectuera à 100% à Brest pour
Pour le management de projets maritimes, maintenance des navires, on aura 6 semaines du côté de Toulon. Donc 6 mois de cours qui débuteront à la mi-septembre. J'anticipe la question, il n'y aura pas de remise à niveau a priori pour ce MS. On aura un fil rouge sur tout le semestre qui s'appellera le bureau d'études. C'était donc les soutenances aujourd'hui, c'est ce qui clôt tous les ans le semestre académique. En fait, on met en relation les étudiants par groupe de 2 ou 3 avec des entreprises qui nous fournissent un sujet d'études. Et quelquefois, ces sujets d'études peuvent déboucher justement aussi sur des stages. J'anticipe également une autre question. Donc, sur nos 10 étudiants de cette année, 9 ont trouvé un stage. Donc, on en a un qui est un petit peu dans le rouge là pour démarrer début mars. Mais ça va, ça s'est quand même plutôt bien passé malgré la situation au niveau des offres. Donc, deuxième semestre, de mars à septembre, comme les autres MS, stage en entreprise avec soutenance début septembre. Donc nous sommes labellisés Pôle Mer Bretagne Atlantique. Nous sommes actuellement sur le dossier de co-accréditation à déposer à la conférence des grandes écoles. C'est chaud là, c'est pour la fin de semaine. Donc le dossier est prêt, il va être envoyé tout pile dans les bonnes dates. Donc pour le moment, on va parler d'un dépôt de dossier de co-accréditation. On ne peut pas parler pour le moment d'une accréditation vraiment actée. J'ai également envie de parler du statut au niveau du RNCP, donc le répertoire national des compétences professionnelles. À l'heure actuelle, le master n'était pas accrédité, ce qui ne permet pas en fait aux étudiants de pouvoir utiliser leur compte professionnel de formation, ce qui peut être un souci pour certains d'entre vous. Et également de pouvoir bénéficier d'aide de la région. Donc ça va être le dossier sur mars-avril, ça va être notre objectif de pouvoir déposer ce dossier-là. Dernière chose, partenariat avec Sciences Po. Cette année, ça a été assez compliqué parce qu'on ne pouvait pas se rendre à Rennes et les Rennais ne pouvaient pas venir chez nous. Normalement, on fait 2 semaines chez l'un, chez l'autre. On a pu conserver quelques cours en ligne, ça a été assez faible. Objectif pour la prochaine rentrée, relancer un peu plus ce partenariat, mais nous n'irons pas sur Rennes. Ce sera plutôt les enseignants qui viendront. Dernière slide. Oui, destiné à qui? Donc au bac plus 5. Et on accepte donc du niveau M1 avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Ou alors en VAE avec une dizaine d'années au moins d'expérience. Cette année, on a eu à peu près 50-50 de la reconversion professionnelle à la sortie de diplôme. Donc une promo vraiment riche qui venait un peu de différents horizons, que ce soit de la chimie ou de la marine marchande. C'était plutôt pas mal. Donc les métiers, oui, on y revient tout de suite. Donc ouais, chef de projet, manager de programme, chargé d'affaires, oui, ça j'en ai pas parlé, chargé d'études. C'est assez vaste, c'est assez vaste. J'essaierai tout à l'heure de vous lister un peu les PFE, les projets de fin d'études de cette année, pour vous donner ainsi un petit peu plus d'exemples. Je peux peut-être finir sur le profil au niveau du recrutement. Comme je viens de le dire, assez large. C'est sûr que le bac plus 5 et le niveau de maîtrise en anglais sont forcément un atout assez important. On a à peu près, je dirais, une douzaine de places, pour chaque option. Je serais peut-être plus à l'aise pour répondre directement aux questions plutôt que de vous parler vraiment des profils, d'aller un peu à droite à gauche. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Vivien, sur ce que tu viens de dire. Si le master MPM n'est toujours pas accrédité RNCP, enfin inscrit au RNCP, c'est pas parce qu'on a procrastiné, c'est tout simplement parce qu'il fallait, alors ça c'est en train de changer, mais il fallait attendre 3 promotions avant de poser sa candidature.
Donc on est vraiment dans les temps. On ne pouvait pas faire avant. Voilà, c'est un peu le problème du chien qui essaye de mordre sa queue. Oui, exactement. Et je vois qu'Ingrid rajoute dans la conversation, et elle a raison, sur l'accréditation, Vivien, c'est le dépôt d'accréditation concerne le fait que la formation s'ouvre l'année prochaine à un nouveau parcours, mais ça ne remet pas en cause le fait que le diplôme avait bien été accrédité Ah oui. sur la base actuelle et que la formation elle, se poursuit sur son format actuel pour la partie management de projet maritime. Ça concerne vraiment l'ouverture au parcours maintenance des navires. Oui, oui, complètement. En fait, on a été accrédité pour 2 ans pour les 2 premières promos. Et en mars 2020, on a été accrédité de nouveau pour 3 ans. Mais comme il a été décidé d'ouvrir cette option maintenance des navires, on doit demander en fait une modification du dossier, ce qui est une forme un peu simplifiée, qui n'est pas si simple que ça finalement. Mais oui, on n'a pas de doute sur le fait qu'on sera accrédité à la rentrée et les diplômes déjà passés sont bien valables. D'autant que les premiers retours de la conférence des grandes écoles sont déjà positifs, donc c'est rassurant. Complètement, oui. Merci. Alors, pour faire le lien entre tous ces masters spécialisés, globalement, tous doivent suivre les mêmes modalités du calendrier d'admission. Si vous êtes intéressé pour postuler à ces formations, on va vous demander de vous inscrire en ligne sur le site, via le site de l'ENSTA Bretagne. Des frais de dossier vous seront demandés, ils sont à hauteur de 30 €. Une petite remarque particulière pour la partie ship design du master spécialisé Imano dont on a parlé tout à l'heure et pour la partie maintenance des navires du master spécialisé management de projet maritime. Pour ces deux parcours, on vous demandera également de déposer un dossier dans l'établissement partenaire. Le jury de sélection devrait se réunir courant avril. Donc les meilleurs dossiers seront choisis à ce moment-là. Les réponses vous seront apportées courant mai ou juin. On peut potentiellement organiser un deuxième jury si on estime qu'on a encore de la place sur les différentes formations. Néanmoins, on vous invite quand même fortement à faire en sorte que votre dossier soit finalisé pour le 6 avril. C'est pas sûr, c'est certain qu'on permette de nouvelles places après cette date-là. Et puis sur les admissions, donc pour confirmer votre venue, vous devrez verser un acompte de 500 € qu'on demande à être versé donc pour courant juin jusqu'à début juillet. Et donc ceux qui n'auront pas confirmé leur venue ou auront précisé qu'ils finalement ne souhaitent pas venir, ça nous permettra de libérer des places pour ceux qui seraient éventuellement en liste complémentaire. Voilà, donc ça c'est vraiment sur la partie procédure d'admission. Alors maintenant, on va... Excuse-moi Nadège, excuse-moi, parce que je sais qu'il y a une question qui revient fréquemment, donc j'aimerais y répondre tout de suite avant qu'elle arrive, ça nous donnera peut-être plus de temps pour les autres. On nous demande souvent, est-il possible de poser sa candidature pour plusieurs de nos masters spécialisés? Alors, la réponse à cette question est officiellement non. C'est-à-dire que quand vous allez postuler, on va vous demander de choisir avec un choix unique dans la liste des masters de l'école. Je m'inscris sur tel master spécialisé. Si en revanche vous êtes indécis et que vous hésitez vraiment entre deux des masters, ce que personnellement je vous conseille, c'est dans votre lettre de motivation de préciser que vous êtes aussi intéressé par l'autre master et les responsables des masters discutent entre eux. Hein, je connais et je fréquente quasi quotidiennement Pierre-Michel et Vivien. Et donc, on est capable de se transmettre des dossiers. Mais ce n'est pas la procédure que l'on recommande. Je pense qu'il vaut mieux que vous réfléchissiez. N'hésitez pas à passer par Nadège ou Ingrid pour leur demander nos coordonnées. Et n'hésitez pas à nous poser des questions pour vous permettre d'affiner votre projet et être sûr de votre candidature. Eh ben, bravo Ingrid. Je ne savais pas qu'on avait fait cette évolution. Donc Ingrid nous dit que maintenant il y aura deux possibilités. Alors je te laisse en parler, Ingrid.
En fait, nous l'avons demandé. Alors, je ne sais pas encore si s'ils ont réussi à la mettre en place, parce qu'après, il y a la partie mise en œuvre sur la plateforme. Mais en tout cas, en effet, on a demandé à ce qu'il y ait un choix prioritaire, qui est votre choix premier, et qui est éventuellement un second choix, justement pour permettre à ceux qui sont un tout petit peu hésitants de pouvoir avoir une candidature qui soit traitée par une autre formation. Donc, je ne sais pas s'ils ont réussi à mettre ça en œuvre sur la plateforme, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'a demandé. Après, si jamais ce n'est pas mis en place, n'hésitez pas à faire ce que propose Jean-Yves Pradillon, c'est-à-dire bien préciser au moment de votre demande dans votre lettre de motivation ou dans votre dossier le fait que vous seriez potentiellement intéressé par une seconde formation. Après, l'objectif de cette soirée, justement, c'était de bien vous montrer les spécificités de chacune de ces formations et justement vous aider si vous hésitez à faire le choix entre l'une ou l'autre. Donc, passons à la deuxième partie, si vous voulez bien. Est-ce que vous aviez des questions? Alors, il y a une question qui n'a pas été traitée tout à l'heure, qui concernait la partie Imano. Pierre-Michel, c'était sujet de Southampton. Comment nous plaçons-nous? Comment se place l'ENSTA Bretagne par rapport à l'école de Southampton? Ouais, alors en fait, Southampton, c'est pas en Union européenne, je pourrais dire ça. Non, c'est une blague. En fait, ouais. Alors Southampton, donc c'est une formation historique, donc elle est très réputée, hein. Et elle est plutôt orientée, enfin yachting en fait, et petits navires, donc enfin petites vedettes rapides, etc. Donc c'est plus une vision matériaux composites, vedettes, ouais, donc vedettes planantes et voiliers. Nous, on est plus généraliste. Donc, alors, si vous faites le profil hydrodynamique là, dans le master Imano-Ino, ou si vous faites le profil ship design, vous ferez une boucle voilier, donc la même chose qu'à Southampton, et une boucle navire traditionnelle. Donc, alors on va aller moins dans le détail, par exemple, des matériaux composites, et par contre, on va voir tout ce qui est métaux, en fait, enfin, acier, etc. Donc, c'est moins, ouais, c'est plus large, la formation à ENSA Bretagne. Donc, c'est moins spécialisé. Après, voilà, c'est aussi une question de projet professionnel. Est-ce qu'on a envie plutôt de travailler vraiment dans ce domaine-là, par exemple le nautisme, hein, ou est-ce qu'on veut être, enfin, on est plus indécis, ou on veut se laisser aussi plus d'ouverture, hein, c'est aussi ça. Et donc, ne pas enfin, éventuellement être d'accord pour travailler dans des chantiers qui font des navires à passagers, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, j'espère que je réponds à peu près. Ouais, c'est clair, merci Pierre-Michel. Une autre question sur le nombre de chances globalement. Je ne sais pas qui veut répondre, mais pour donner une idée du nombre de dossiers qui sont déposés et du nombre de voilà combien Ouais, La c'est question pas est facile. orientée Ino, donc réponds Pierre-Michel. Ah d'accord, c'est pour moi. Donc on prend environ, enfin 10 à 12 places dans le master, enfin dans l'option Inno, et 10 à 12 places dans l'option Ship Design. Alors, en fait, je dirais que le taux de réussite, il est de l'ordre de 15-20%, mais bon, dans l'ensemble des dossiers qu'on voit, il y a aussi des candidatures qui sont, enfin, je ne veux pas dire farfelues, mais qui sont vraiment très, très éloignées des prérequis qu'on demande. Donc, je dirais que ce n'est pas à 20% de taux de réussite, hein. C'est plus que ça si on a un dossier, enfin, si on est à peu près dans les clous au niveau des prérequis. Merci. Jean-Yves, à ton tour, hein, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de projets de fin d'études réalisés par les étudiants, notamment dans le domaine de l'éolien offshore? Oui, j'ai pas de liste exhaustive sous les yeux, mais euh, les entreprises de l'éolien offshore ont recruté des étudiants en stage dans les promotions précédentes. Ça a été un petit peu sur toutes les entreprises qu'on connaît dans le marché actuellement, Naval Energy, WPD Offshore, EDF Renouvelable. On a des gens qui sont partis dans différents types d'entreprises.
Les sujets sont très variables. En général, un projet de fin d'études, c'est la concomitance d'une expertise proposée par l'étudiant avec le besoin de l'entreprise. Donc, ça peut être un stage très calculatoire s'ils ont besoin de quelqu'un qui est féru de calcul de simulation numérique en hydrodynamique. Et si on a donc quelqu'un dans la promotion qui est particulièrement à l'aise dans ces domaines-là, eh bien, ça peut être quelque chose de très technique comme ça. Mais ça peut être aussi, je pense en particulier à Céline, qui, il y a de nombreuses années, a fait un stage chez EDF Renouvelable sur les projets éoliens en mer. Elle avait une formation environnementale. Donc, elle a fait un stage sur la gestion des parties environnementales des projets de réponse à appel d'offres. Donc, c'est très, très variable. Ça peut être très technique, mais dans un domaine qui n'est pas celui de l'ingénierie, ou ça peut être gestion de projet. L'un de nos étudiants a été adjoint chef de projet pendant son stage. C'était quelqu'un qui était en reprise d'études, il avait beaucoup de bouteilles, et quand le chef de projet a changé de poste, c'est lui qui a pris le poste de chef de projet. Donc voilà, c'est très, très variable. Ça prendrait trop de temps si je voulais être plus précis que ça. Merci Jean-Yves. Je vois qu'on a plusieurs questions en lien avec le CPF sur la question de du financement de la formation. Malheureusement, je ne crois pas qu'une seule des formations qu'on présente ce soir soit accessible à ce dispositif-là, sauf avis contraire de votre part, messieurs. Alors, je peux répondre à la question puisque je suis en pleine réinscription au RNCP du Master ENR, puisque les inscriptions sont valables pour 5 ans. En fait, la procédure est assez compliquée pour un master spécialisé, puisqu'il faut qu'on obtienne une lettre de soutien de la part de la conférence des grandes écoles avant de pouvoir envoyer son dossier au RNCP. Alors, il y a quand même une évolution sympathique, c'est que quand on est inscrit au RNCP, automatiquement, la formation devient éligible au CPF, au compte personnel de formation. Et donc, c'est quand même un avantage, mais simplement, il faut qu'on soit déjà accrédité, il faut qu'on ait une lettre de soutien de la part de la CGE pour envoyer son dossier. La procédure d'ensemble dure plusieurs mois, je dirais 6 à 8 mois. Donc, malheureusement, je pense que pour le Master EMR, nous serons en mesure d'accepter des gens pour des soutiens financiers de Pôle emploi, de la région, du CPF ou autre. Pour les autres masters, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Merci beaucoup. Vivien, une question sur le master spécialisé management de projets maritimes. Avez-vous déjà eu des profils en hydrographie, océanographie? Et si oui, quelles sont les opportunités après stage? Est-ce que les entreprises sont attirées par des changements de carrière après l'industrie? Alors, la réponse est oui, notamment chez Ifremer. Je ne vais pas avoir d'autres exemples là tout de suite en tête à vous citer, mais oui, on a ce genre de profil de nouveau cette année. C'est quelqu'un qui est parti en stage chez EastBlue. J'ai vu passer quelques autres questions également. Cette année, on a eu à peu près 25 dossiers. On en a retenu 12 et on a eu donc 10 candidats. Par rapport à l'école navale, non, ils ne sont pas prioritaires par rapport au recrutement de la partie maintenance des navires. Qu'est-ce que j'ai raté d'autre? Ah oui. Les prérequis. Ont-ils réalisé leur stage à l'étranger? Cette année, oui. Alors, pour le moment, ça démarre en télétravail, mais une entreprise hollandaise pour une géologue en reconversion. Et Vivien, je vois une question aussi sur les prérequis dans le domaine du master spécialisé management de projets maritimes. Quel profil, quel prérequis vous demandez? Exact. J'ai envie de répondre, pas de prérequis particulier, c'est pour ça qu'on n'a pas de remise à niveau au début d'année. Après, c'est vrai que quand on a une expérience dans le domaine maritime, c'est un plus.
également quand on vient d'une école de management, ou voilà, ça peut être un plus, mais c'est pas rédhibitoire. Je répète, on a vraiment des profils très variés. Merci beaucoup. Alors, j'essaye de prendre les questions dans l'ordre, mais c'est pas si évident. Pierre-Michel, une question sur l'architecture navale. Quelle spécialité, pour la partie voilier, quelle spécialité choisir entre Imano et Ship Design, étant donné que les notions de boucle navire et voilier apparaissent dans les deux syllabus? Ouais, bah, je peux pas répondre. Oh, non, mais en fait, si, je peux répondre, mais c'est vraiment en fonction de l'appétence, en fait, enfin, de votre appétence. Est-ce que vous avez plutôt une vision et plutôt aussi peut-être un background ingénieur, et c'est peut-être plutôt ça qui va vous intéresser. Et donc, vous allez vouloir aller plus loin dans certains points d'ingénierie. Je sais pas, ça peut être du calcul, par exemple, écoulement autour des voiles, etc. Donc ça va être plutôt Imano Inno. Ou alors, vous voulez vraiment plutôt, alors, vous avez plus des compétences en architecture, en vision d'ensemble, donc vision projet plutôt. Et donc ça, là, c'est plutôt ship design. Mais après, les deux voies sont possibles, et les architectes navals qui s'installent, qui travaillent seuls, enfin, ou dans des tout petits bureaux d'études, il y a les deux chemins possibles, hein. Via Ship Design, donc, qui va être plus orienté dessin, ouais, quand même, ou via l'ingénierie, donc plutôt Imano Inno. Donc c'est difficile de répondre. Bon, là, cette année, par exemple, il y a une étudiante qui était en Imano Inno, et puis finalement, on l'a changé, quoi. Elle est partie en Ship Design, mais ça peut fonctionner dans l'autre sens aussi. Voilà, après, on est assez perméable, hein, on n'est pas non plus fermé. Donc en plus, dans le tronc commun, tous les étudiants sont ensemble. Donc ça, c'est assez riche parce qu'il y a des parcours très différents. Et bon, en plus, c'est une formation qui plaît énormément aux étudiants. Donc il y a vraiment une émulation entre les élèves. Et voilà, ils discutent entre eux, et donc il y a possibilité de switcher entre enfin, l'un des deux diplômes. Bon, c'est rare, hein, mais ça arrive. Et une autre question pour toi, Ouais, je vois ça, Pierre-Michel. oui. Il y en a deux. Les critères de sélection dans ce master spécialisé? Ouais, pas simple ça. En fait, c'est un ensemble de critères, enfin donc ce qu'on regarde, on va regarder donc l'historique, enfin la formation initiale en fait, ou l'expérience professionnelle. Donc plutôt, donc là, moi, ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a une expérience ou des connaissances en mécanique, en structure, en mécanique des fluides. Ça peut être aussi plus précis, donc en hydrodynamique navale. Euh, alors, on va regarder aussi beaucoup la motivation. Donc ça transparaît vraiment en fait dans la lettre de motivation, hein. Si il y a une réelle volonté de faire cette formation, en fait, le projet professionnel, il est construit, il est présenté clairement, et donc ça, c'est aussi un point très important. C'est pas juste une candidature parmi d'autres à différents masters. Euh, Après, on regarde aussi l'expérience je sais pas, du nautisme, enfin de la voile, mais c'est pas non plus rédhibitoire si on n'en fait pas. Donc c'est plus voilà, un projet autour du navire, enfin, quel que soit le type de navire, et on regarde s'il y a une certaine cohérence. Et bon, si on coche pas tout, c'est pas non plus grave en fait. Mais de ne pas faire de bateau, de ne pas avoir fait de mécanique, de ne pas avoir fait de dessin, bon là, ça commence à être très très compliqué, quoi. D'accord. Bon, merci. Une question pour Jean-Yves cette fois. Alors sur la partie business développement dans les EMR, des postes de chargé d'affaires, je pense notamment. Est-ce que le master prépare à ce type de métier? Alors, que le master prépare un type de métier, oui, parce qu'il y a une vision très large, une connaissance. Mes étudiants sont pratiquement plus au courant que moi de l'actualité des EMR, ils surveillent ça plus près de moi, donc ils sont très au courant. Maintenant, si la question, telle que je l'ai comprise dans la conversation, c'est est-ce qu'on a des cours spécifiquement dédiés sur le business development, pas spécifiquement dédiés. C'est-à-dire que, par contre, on va avoir des cours de gestion de projet. Nous avons un cours en commun avec le master MPM. Nous organisons ça avec Vivien. C'est un serious game sur la gestion de projet où en interaction, en interactivité, les équipes
de chefs de projet vont être confrontés à des accidents dans le projet, je ne sais pas moi, la maladie d'un collaborateur, un fournisseur qui n'arrive pas à livrer dans les temps, et donc voir comment on réagit à ce genre de crise. Mais de là à vous dire qu'on aura l'équivalent de ce qui peut se donner dans un MBA d'école de commerce, évidemment non. En revanche, on donne tous les éléments pour que quelqu'un puisse s'adapter rapidement dans ce genre de poste parce qu'ils ont la connaissance technique. Je vais vous donner juste un exemple qui me paraît assez symptomatique. J'ai un de mes étudiants qui d'ailleurs a un beau poste aujourd'hui. Quand il s'est inscrit dans Master OMR, il était tous les 4 matins dans mon bureau à râler parce qu'il faisait trop de technique et que c'était pas ça qu'il était venu chercher. Il était venu chercher de la gestion de projet. Et depuis qu'il est en poste, j'ai gardé des contacts avec lui, on s'entend très bien tous les deux. Et il me dit, heureusement qu'il y avait les matières qu'on a vues dans la formation, parce que pour gérer un projet dans ce domaine-là, on a besoin d'être à un bon niveau technique pour comprendre les problématiques des spécialistes qui travaillent dans le projet. Et si on veut coordonner correctement, il faut qu'on soit capable d'interagir avec tout le monde. Et je pense que dans des secteurs comme les EMR, où on est encore en phase de R&D, de structuration de filière, il est important d'être plus gestionnaire de techniciens que gestionnaire de développement de plans industriels. Ça va arriver, mais pour l'instant, on est encore plutôt dans ce profil-là. Merci Jean-Yves. On voit qu'il y a pas mal de questions pour Pierre-Michel. Peut-être juste Ouais, je vois ça. Bon, alors, juste avant, je continue peut-être avec Jean-Yves et puis après on abordera les autres questions parce que je vois qu'il y en a quand même une pour Jean-Yves sur un profil d'une personne qui vient plutôt d'une formation en génie électrique. Est-ce que c'est possible d'intégrer quand même le master spécialisé sans avoir un gros bagage en mécanique? Est-ce que les cours de remise à niveau permettent de rattraper ça ou est-ce que c'est pas suffisant parce que ce profil correspond ou pas tout simplement? S'il vous plaît, dépêchez-vous de vous inscrire. Les entreprises des EMR sont excessivement friandes des gens qui ont un profil électrotech. Il n'y en a pas assez. Donc, on vous attend avec impatience. Les deux cœurs de cible pour s'inscrire dans Master EMR sont des ingénieurs mécaniciens, mécanique des structures, mécanique des fluides, et des ingénieurs électriciens, électrotechniciens, électronique de puissance, ce genre de profil. Donc oui, vous êtes plutôt le bienvenu. Bon, super, c'est rassurant. Merci Jean-Yves. Alors, Pierre-Michel. ouais, j'ai un paquet de questions. Alors, il y en a une qui est passée un peu plus haut là. Effectivement, donc pour le stage de fin d'études, on accepte, donc, tant que vous utilisez votre cerveau, vous mettez en application des connaissances et autour du domaine maritime, il n'y a pas de problème, vous pouvez arriver avec votre sujet de stage. Alors, on ne va pas l'encadrer, hein. Donc il faut que ce soit encadré par une entreprise extérieure. Mais donc là, il n'y a pas de souci. Et puis après, je vais descendre un peu. Oui, il y avait une question pour savoir si les profils ENSTA Bretagne étaient privilégiés entre guillemets sur les autres. Eh bien non, parce qu'en fait, si vous êtes diplômé de l'ENSTA Bretagne, en fait, vous aurez eu les mêmes cours. Donc, ça ne sert à rien de recandidater pour le Master Spé. Voilà. Parce qu'en fait, Attends, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a fait architecture véhicule, il peut avoir intérêt. Oui, d'accord. Non, mais si vous faites l'option architecture navale et offshore au sein de l'ENSTA Bretagne, en fait, donc les diplômés du Master Spé Imano, eux, ils sont en fait en cours avec les étudiants de dernière année de l'option, enfin, du cycle ingénieur. Donc, il n'y a pas d'avantage à passer par l'ENSTA. Enfin, voilà, ça s'arrête au bac plus 5, quoi, si vous passez par l'ENSTA. Après, donc, oui, contenu des cours, donc, comportant les codes de calcul. Alors, en fait, on ne va pas vous apprendre à développer des méthodes numériques. Donc, on ne va pas vous apprendre je sais pas, du schéma de volume fini, comment on développe ça, voilà, etc. On vous apprend à connaître en fait l'état de l'art des codes de calcul, ce qu'ils sont capables de faire tous, plus ou moins bien, donc connaître les limites, et donc on vous apprend à les utiliser et aussi avoir un regard critique par rapport aux résultats. Donc, notamment, ça peut aussi servir en fait quand vous êtes après en poste dans une entreprise. En fait, vous faiêtre, je sais pas, vous sous-traitez les calculs à une entreprise spécialisée. Elle vous donne des jolis calculs, des jolies images et il faut être capable quand même de s'assurer qu'on n'est pas en train de vous vendre du rêve.
Donc, c'est plutôt dans l'utilisation, les limitations que, voilà, on couvre à peu près toutes les méthodes existantes. Les cours de remise à niveau sont en présentiel. On peut vous donner des références de livres, par exemple, pour les préparer en amont. Mais on ne va pas pouvoir interagir avec vous pendant tout le mois d'août, par exemple, pour vous aider, quoi. Nous, on interviendra en présentiel pendant le mois de septembre. Pierre-Michel en présentiel, mais je pense qu'on pourra faire des sessions à distance si le besoin se fait sentir. En amont de... Non, pas en amont, mais que les Oui. séances que l'on va faire en présentiel, si certaines personnes ne peuvent pas pour une raison ou pour une autre Ah y oui. assister en présentiel, on pourra mettre en place des systèmes. Oui, il n'y a aucun problème. Oui. Pouvez-vous donner des exemples des étudiants de l'ENSTA débouchés? Alors, donc des noms de personnes? Non, plutôt le type de métier. Des exemples de métiers, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, alors on a tout, hein. On a donc, par exemple, alors si on regarde la partie structure, on va avoir des ingénieurs qui vont être spécialisés en structure navale et qui vont intégrer le Bureau Veritas, donc, qui est l'organisme de certification français pour les navires immatriculés en France. Donc là, ça va être au siège à Paris où il y a plusieurs sites, hein. Il y en a un à Nantes. On va avoir des ingénieurs qui vont aller travailler dans le domaine de la course au large, donc qui vont intégrer des équipes, des écuries, enfin la partie bureau d'études, et qui vont réaliser tous les calculs structure, par exemple sur du carbone, des choses comme ça, pour dimensionner les bateaux de course au large. On va avoir des ingénieurs plutôt hydrodynamiciens, donc qui vont faire ou de la simulation numérique, donc avec CFD, dans des entreprises dédiées. Donc il y a Bureau Veritas Solutions Marine and Offshore, par exemple à Nantes. Il y a Sirena, donc c'est une filiale de Naval Group, où ils vont intégrer aussi le bassin d'essai de la DGA au Val-de-Reuil. Et puis on va avoir des architectes navals, donc des architectes navals qui vont être dans tous les chantiers. Donc, il va y avoir dans le nautisme, chez Beneteau, par exemple, chez Piriou, donc ça, c'est plutôt des navires civils, des navires de pêche, au chantier de l'Atlantique, tous les ans, on en a qui partent là. Et puis, par exemple, chez Naval Group, alors ça peut être sur le site de Cherbourg pour les sous-marins, sur le site de Lorient, sur les bâtiments de surface, type les FREMM. Enfin, c'est vraiment très, très large, hein. Et puis, ça peut être, alors, quand on parle d'architecte naval, ça peut être, alors oui, là, ça va être plus sur la conception. Et puis, il y a aussi des diplômés qui partent en production. Donc, en production, c'est construction réelle, quoi. On va encadrer l'équipe qui fait de soudage, de découpe, etc. Donc, c'est hyper large, hein. Voilà. Pour rebondir sur ton dernier exemple, Pierre-Michel, je pense à Geoffrey, par exemple, qui a quitté l'école il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Il est déjà responsable de l'ensemble de la motorisation sur une des classes de paquebots du chantier de l'Atlantique, les classes Edge. C'est lui qui supervise l'ensemble de l'installation de la machine à bord, ce qui est un très très gros poste, surtout pour quelqu'un qui a moins de 10 ans d'expérience. La formation, elle est, on ment pas, hein, elle est vraiment reconnue, hein. C'est en fait quand vous vous sortez de l'ENSTA Bretagne avec, voilà, vous avez le diplôme. En fait, les entreprises reconnaissent ce diplôme. Alors, je vois pour le Master Spé Imano, faisons-nous du calcul par élément fini pour l'option structure? Oui, effectivement. Alors, dans le trou commun, j'ai répondu en direct sur cette question. Je vais passer la parole à Vivien, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui concernent la partie management de projets maritimes, notamment une question sur la place de la technique par rapport à la partie plus gestion de projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Vivien? Oui, alors j'étais en train de rédiger une réponse. Est-ce qu'on parle vraiment du serious game? C'est ce que j'ai compris. En particulier ou non? Ah, ça, je ne sais pas. Comme c'était en rapport avec le MS. C'est un projet évoqué, peut-être que c'était pour le Serious Game, en effet, parce que c'est le projet qui vous lie tous ces deux masters spécialisés. Ok, donc je vais répondre en fonction de ça. Donc le but, oui, ça va être de gérer de A à Z la réussite d'une entreprise. Donc on est dans la peau d'un manager ou chef d'entreprise, où le but est d'attribuer des rôles à vos salariés selon le profil de leur CV,
de gérer du coup un Gantt, d'attribuer vraiment, quand une tâche est finie pour un salarié, on l'attribue à à un autre poste. Vous prenez des décisions en fait en permanence et en équipe avec votre équipe sur les 2 jours. Donc on peut pas vraiment parler de technique. C'est pour ça que j'ai un doute, est-ce qu'on parle vraiment de la même chose ou pas? Bon, on laissera la personne Ok. éventuellement préciser. Et sur les exemples d'entreprises, parce que en effet, tu as cité Naval Group, peut-être que tu peux citer d'autres exemples d'entreprises qui ont soit pris en PFE, soit recruté directement des diplômés du master spécialisé management de projets maritimes. Alors oui, si je prends donc cette année, je vais citer France Énergie Marine, CGLEC Marine. Hum, Sofrecide nous prend quand même 2 étudiants cette année. Là, tu parles des stages, Vivien? Je parle des stages pour cette année. Après, sur les embauches, ouais, on est sur Naval Group. Euh, CNN-MCO, tu as dit, Vivien. CNNMCO, ouais, complètement. En fait, on est une première promo avec 8 étudiants, celle de l'année dernière 6 étudiants, cette année 10. Donc on a réellement 14 diplômés, 13 diplômés. Euh, et j'ai pas toutes les entreprises en tête. Ouais, Ingrid a donné quelques exemples hein, dans le fil de D'accord, conversation ok. avec Ifremer, CMA, CGM. Voilà, donc ça donne quelques compléments. Merci D'accord. beaucoup, Vivien. Alors, il y avait une question sur la proportion d'étudiants en Imano, mais j'imagine que c'est la même chose que pour les autres. Je ne sais pas, tu l'as peut-être pas précisé, Pierre-Michel. Est-ce que c'est à peu près 50-50 comme pour les autres masters spécialisés? 50% en reconversion professionnelle, 50% poursuite d'études? Non, je dirais que c'est un peu moins, mais en fait, on a régulièrement des vraies reconversions, donc des personnes qui ont 15 ans d'expérience professionnelle et qui veulent changer de voie. Et donc, ça arrive régulièrement. Tous les ans, on a oui, un ou deux étudiants. Il y en a aussi des étudiants en fait, qui sortent d'école d'ingénieur et qui font 2, 3 ans dans l'industrie qui veulent là, par contre, se spécialiser en architecture navale, mais bon, les connaissances sont encore un peu fraîches, quoi. Disons, voilà. Mais ouais, je dirais qu'on est sur un tiers, peut-être. Un tiers de reconversion. Très bien. Alors, une question sur est-ce qu'il est possible de poursuivre en doctorat après le master spécialisé? Est-ce que vous avez ce type de profil dans vos étudiants? Non, parce qu'en fait, alors un master spécialisé, c'est un bac+6. Et c'est plutôt, enfin, l'objectif, c'est de professionnaliser et de fournir des compétences directement enfin, utilisables dans l'industrie après. Alors qu'un doctorat, ben, en fait, on a déjà un bac+5 quand on arrive en master spé, donc on est déjà potentiellement éligible à une thèse de doctorat. Et en général, pour un doctorat, on attend plutôt un master recherche, donc avec des cours plus théoriques. Donc je dirais que c'est pas les mêmes finalités en fait, hein. Alors, Pierre-Michel, je vais compléter en faisant mon vilain petit canard. Il s'avère que dans le master spécialisé EMR, on est dans une situation un petit peu différente parce que dans la construction navale et dans l'offshore pétrolier, on a déjà des formations, y compris universitaires, qui peuvent permettre de déboucher sur la recherche. Les EMR, il n'y a pas vraiment beaucoup de formations. Il n'y a pour l'instant pas de diplôme d'ingénieur vraiment orienté vers cette formation. Donc, il n'y a que les masters spécialisés qui préparent à ça. Conclusion, tous les ans, j'ai dans le master EMR des gens qui adorent ce qu'ils ont fait en technique dans ce master et qui continuent sur une thèse, bien que ce ne soit pas fait pour ça. Et j'ai statistiquement environ 10% de mes diplômés qui ont déjà fini ou qui sont en train de faire leur thèse à l'issue du master spécialisé. Donc, la réponse est oui. Les gens qui ont un master spécialisé peuvent être acceptés en thèse. Pierre-Michel a raison, c'est pas nécessaire, mais ça peut donner l'envie pour y aller. Voilà Oui, ma oui, non, réponse. mais c'est pas, voilà, y a aucun souci, hein, mais c'est pas la voie, disons, naturelle. Et bon, 10%, ça correspond aussi au nombre d'élèves ingénieurs qui font une thèse à l'issue
diplôme d'ingénieur, alors que ce n'est pas normalement leur formation initiale, quoi. Et voilà, non, il n'y a pas de niette, hein, c'est pas, voilà, c'est pas... Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a répondu à la plupart des questions. Si on en oublie une, n'hésitez pas à nous la retourner. Je vous ai mis une slide hein, pour vous indiquer les bons contacts. Hein. Si vous avez des questions qui vous viennent après ce live, n'hésitez pas à nous les transmettre à l'adresse admission@ensta-bretagne.fr. On se chargera de les faire suivre aux responsables pédagogiques. Et puis, n'oubliez pas la date du 6 avril 2021, donc c'est la date limite hein, pour déposer votre dossier de candidature. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on s'arrête ici? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Je vous remercie tous. Un grand merci pour votre participation ce soir et pour votre intérêt à ces formations. Merci aux 3 responsables pédagogiques qui étaient avec nous ce soir. Puis on vous souhaite de passer une très bonne soirée. À bientôt à Brest, on espère.